Dégustation littéraire. La série littérature de Chandaille et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Bonsoir à toutes et tous. Merci de nous avoir rejoints si nombreuses et si nombreux pour cette soirée donc exceptionnelle avec Michel Bussy. Bonsoir Michel. Bonsoir à tous. Oui, merci d'être aussi nombreux ce soir pour parler de mon livre ou de mes livres. Les ombres du monde, un titre magnifique sur lequel on reviendra puisqu'effectivement on entend un peu au loin les accords de téléphone. Mais c'était émouvant de rentrer sur Petit Pays. Oui, parce que c'est vrai que le Rwanda, finalement, est relativement connu des Français ou du monde francophone aujourd'hui, peut-être plus par les artistes que par le souvenir du génocide lui-même. Donc on pense à Gaël Faye, évidemment, qui est à la fois un musicien, très connu des jeunes, puisque c'est plutôt un rappeur, en tout cas de la musique urbaine, mais aussi évidemment couronné par Petit Pays ou par Jacaranda avec les prix littéraires les plus prestigieux en France. Mais on peut penser aussi à Stromae, par exemple. Et donc finalement la jeune génération connaît assez bien le Rwanda par des jeunes artistes qui sont tous évidemment liés à l'histoire du génocide. Donc il y a évidemment une diaspora importante en France, mais aussi en Belgique, mais aussi au Canada, enfin au Québec, en tout cas dans le monde francophone. Ce qui est d'ailleurs paradoxal puisque le Rwanda est aujourd'hui un pays anglophone, on n'y parle pratiquement plus français. En tout cas, les jeunes générations n'y parlent plus français puisque le français n'est plus enseigné depuis le génocide. Mais l'histoire du Rwanda est très très liée à des artistes francophones, des écrivains, des danseurs, des chanteurs, et donc qui continuent finalement de promouvoir la culture rwandaise à travers le monde, plutôt dans ce monde francophone. Alors on va plonger tout de suite dans le vif du sujet, puisqu'après un premier chapitre, une première lettre absolument magnifique d'espérance, il était une fois. Peut-être Lara a-t-elle lu cette très belle page. Je vais juste reprendre les quelques premiers mots. Il était une fois un petit royaume grand comme un département français, un royaume bien caché quelque part en Afrique. On racontait même que les plus grands fleuves du monde y prenaient leur source. C'était un royaume dont rien ne semblait pouvoir troubler la quiétude. Les habitants y parlaient la même langue, y priaient le même Dieu, un Dieu unique, y respectaient les mêmes règles, sociales et politiques, des règles strictes. Et pourtant, là, va se dérouler un génocide, le génocide des Tutsis. Je crois que c'est important de lui donner sa juste dénomination. Un génocide absolument effrayant. Votre roman s'ouvre ensuite par un chapitre des plus dramatiques, Ambassade de France, Kigali, 7 avril 1994. Alors, je vais vous laisser resituer à la fois, si vous voulez bien, le décor, la genèse de votre ouvrage, d'où vient cette idée, cette envie d'écrire une fiction à partir de cet événement des plus tragiques qui met en cause très clairement la responsabilité française, et on va plonger avec vous dans les arcanes justement de cette histoire. Bien. Alors le génocide des Tutsis au Rwanda, donc clairement c'est 100 jours à partir du 6 avril 1994, 100 jours. Donc pendant lequel entre 800 000 et 1 million de Tutsis vont être assassinés, donc femmes, enfants, vieillards et hommes. Et donc là, on est à toutes les cases d'un génocide. Personne ne l'a jamais discuté en tant que tel. Et c'est un génocide très particulier dans l'histoire du monde, puisque c'est un génocide, certains ont dit un génocide agricole, un génocide au village, dans le sens où il n'y a pas eu de train, il n'y a pas eu de chambre à gaz. C'est un génocide qui a été perpétré par, on estime environ 1 million de bourreaux, donc 1 million de Rwandais, qui, le plus souvent, je crois que 90% à peu près des Tutsis assassinés l'ont été dans leur village, dans des stades, dans des églises ou parfois chez eux. Donc c'est un génocide entre voisins. Voilà. Donc 100 jours de génocide, évidemment, ça a commencé bien avant, notamment à l'indépendance du Rwanda. Et si je me suis intéressé à ce génocide, moi j'étais professeur de géographie politique à l'université de Rouen. J'étais recruté en 93, donc en avril 94, c'était encore ma première année d'enseignement. Et très vite, ce génocide des Tutsis, j'en ai fait un de mes TD importants avec les étudiants, et pendant pratiquement 30 ans, chaque année, je reprenais sur plusieurs séances la question du Rwanda, en l'étoffant évidemment au fur et à mesure des travaux scientifiques sur ce génocide. Et je m'apercevais que chaque année, les étudiants ressortaient assez bouleversés, parce qu'à la fois c'est un génocide relativement méconnu, en tout cas méconnu en France, ou en tout cas mal compris en France.
Même en France, je croise encore beaucoup de gens qui se disent oui, il y a des Hutus, des Tutsis, qui a tué qui, pourquoi, comment, quelles sont ces deux ethnies. Alors on commence à dire non, ce ne sont pas des ethnies, puisque les Hutus et Tutsis parlaient la même langue, pratiquaient la même religion, ils sont tous catholiques, ils habitaient les mêmes villages, donc c'est simplement une construction. On a donné des cartes d'identité différentes à différents Rwandais, mais il n'y a aucun critère ethnique dans ce génocide. Donc ça m'intéressait parce qu'évidemment ça permettait de discuter avec des étudiants en politique la construction des identités, voilà, qu'est-ce qu'une identité. Et donc il y a tout ce volet. Et puis évidemment l'autre volet qui est la responsabilité française, puisque ce génocide, qui est le dernier grand génocide que l'humanité ait connu, ce génocide a la particularité de s'être fait pratiquement sous contrôle français, puisque les Français arrivent au Rwanda en octobre 90, donc tardivement. Avant octobre 90, les Français n'ont jamais mis les pieds au Rwanda. C'est une colonie belge qui est indépendante et les Français n'ont aucun intérêt. Il y a même pratiquement pas de Français au Rwanda. Il y a très peu d'entreprises françaises. Donc la France n'a pas beaucoup d'intérêt, si ce n'est que c'est un pays francophone. Donc l'armée française, un régiment de paras, arrive en octobre 90 et à partir de ce moment-là, la France va devenir la béquille du gouvernement en place, du président Juvénal Habyarimana, qui est un dictateur, on va dire, ordinaire en Afrique. Et donc voilà, donc la France devient sa béquille pour empêcher la guerre civile, mais aussi en imposant une marche vers la démocratie, vers des accords de paix, vers une constitution nouvelle, multipartiste, et donc une réconciliation nationale entre Tutsis et Hutus. Donc la France sera présente à tout niveau, diplomatique, militairement, jusqu'à, effectivement, 36 mois après, globalement, 6 avril 94, et le début du génocide, où la France restera présente, même si effectivement, la plupart des Occidentaux vont partir, vont fuir le pays devant les premiers massacres, mais la France restera présente diplomatiquement, recevant les génocidaires. Certains l'ont peut-être suivi ce matin encore. Le collectif pour les victimes du génocide ont porté plainte contre la Banque de France, considérant que pendant le génocide, en plein milieu du génocide, la Banque de France continuait de financer la Banque du Rwanda, donc qui était une banque aux mains des génocidaires, et donc de livrer des armes ou du matériel pendant ce génocide. Donc voilà, donc l'affaire continue de rebondir, mais tout ça pour dire que la France reste finalement alliée, en tout cas très très présente pendant le génocide et après le génocide, puisque la célèbre opération turquoise, les Français seront les premiers à revenir au Rwanda sous mandat de l'ONU pour quelque part créer des zones de sécurité et donc empêcher ou mettre fin au génocide. Donc quelque part, évidemment, en tant que Français, il y a un certain nombre de responsabilités qui ont été établies. Et si j'ai eu envie d'écrire ce roman, c'est aussi parce que curieusement, autant il y a eu beaucoup de récits de rescapés comme ceux de Gaël Faye, de Scholastique Mukasanga et beaucoup d'autres, autant il n'y avait jamais eu jusqu'à présent de romans de fiction sur le volet français de ce génocide, sur le rôle des militaires, sur le rôle des diplomates, sur globalement le rôle même du gouvernement, et donc sur les enjeux géopolitiques. Est-ce que la fiction peut quand même s'emparer d'un sujet aussi, je vais dire tragique, même si ce mot me convient pas tout à fait, parce que la tragédie laisserait entendre qu'il n'y a pas de responsabilité. Or, évidemment, la fiction part aussi à l'assaut de ses responsabilités. Je terminerai juste en disant, et puis vous allez peut-être tisser quelques liens. Votre texte s'ouvre par cette double détonation, l'attentat contre le Falcon 50 d'Habyarimana et la mort de François de Gossouvre, qui s'est, entre guillemets, suicidé à l'Élysée le lendemain, c'est ça, de l'attentat. Oui, alors sur la part fictionnelle, je crois que nécessairement dans ce genre de drame, il y a un temps pour la mémoire, et ça a été le cas après la Seconde Guerre mondiale, après la Shoah, ça a été le cas pour le génocide du Tutsi. Oui, il y a un temps pour la mémoire, il y a un temps pour le témoignage, il y a un temps évidemment aussi pour la justice, puisque les faits sont pas connus, et parler des gens réels, eh bien, tant qu'ils n'ont pas été condamnés, tant qu'ils n'ont pas été jugés, tant parfois qu'ils n'ont pas été arrêtés, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Il y a eu les procès ont duré 15 ans avec voilà, donc il y a eu des milliers de témoignages, évidemment. On parlait aussi tant qu'il n'y a pas eu le travail des historiens qui a été essentiel, puisque un des grands drames du Rwanda aussi, c'est que notamment sur l'opération turquoise, quand les Français reviennent, la grande majorité des militaires ne comprennent pas ce qui se passe. Enfin voilà, ils sont atterrés et ils découvrent au fur et à mesure que finalement ceux qu'on leur présente comme les alliés de la France sont en fait des assassins. Donc voilà, donc il faut le temps évidemment pour démasquer, pour travailler.
Et ce temps, je dirais qu'il a duré au moins 15 ans, 20 ans, pendant lequel, par exemple, longtemps on a parlé du génocide rwandais. Encore beaucoup, les médias parlent du génocide rwandais, alors qu'aujourd'hui, voilà, on dit bien qu'il faut parler du génocide des Tutsis au Rwanda. Le génocide rwandais, ça veut rien dire, et ça sous-entend que finalement, il y a aussi eu les Hutus qui auraient été génocidés. Donc c'est aussi une façon de nier ce génocide. Donc voilà, donc tout ça nécessite du temps, et je crois qu'à ce moment-là, la fiction n'a pas beaucoup de rôle. Alors il y en a quand même eu, par exemple, le seul ouvrage, je pense, avant le mien, qui traite un petit peu de la géopolitique du Rwanda, c'est un SAS, voilà, qui est sorti assez peu de temps après le génocide, donc Gérard de Villiers, SAS, qui est d'ailleurs très documenté. On raconte même que Gérard de Villiers aurait eu accès à des documents de la DGSE. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui pourrait relire ce SAS. Enfin, c'est pas très politiquement correct, c'est pas très MeToo, voilà. Et donc effectivement, Gérard de Villiers part dans un certain nombre de délires, et voilà. Mais néanmoins, il traite quand même frontalement de l'attentat qui a causé le génocide avec ses propres théories, et on croise des barbouzes, des militaires, des avocats, etc. Donc voilà. Donc lui, il a pas attendu le temps de l'histoire. Et effectivement, moi, je suis devenu écrivain il y a à peu près 20 ans. Ça fait au moins 20 ans que j'ai envie d'écrire sur le Rwanda. Mais je reculais ce temps parce que nécessairement, je me sentais pas légitime. Je sentais plus légitime des gens comme Gaël Faye ou d'autres à écrire sur le pays qu'ils connaissent et à écrire sur leur enfance plutôt que moi. Et puis à un moment donné, j'ai senti que c'est pas que le temps était venu, enfin au bout des 30 ans, mais quelque part quand j'ai parlé de ce projet, notamment à des gens comme des journalistes, enfin, des gens qui connaissent bien le Rwanda, ils m'ont tous dit il faut y aller, voilà, il faut maintenant arrêter de ne faire que des témoignages d'autofiction. Il faut aussi qu'il y ait des témoins de l'extérieur, il faut qu'il y ait des gens qui s'emparent du génocide pour en parler autrement. Alors moi c'est sous une forme plutôt je sais pas de roman d'aventure ou de roman policier, mais il peut y avoir évidemment d'autres formes qui peuvent être des romans d'amour, qui peuvent être enfin, tout autre type de littérature, mais qui finalement par l'émotion permettent de continuer à ce que la mémoire soit entretenue, et je pense en particulier à la mémoire des jeunes générations qui vont, enfin moi j'appartiens à une génération qui a découvert, appris, mémorisé les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale à travers essentiellement la fiction, à travers les films, à travers les romans que j'ai pu lire, beaucoup plus que par les documentaires, enfin le réel. Et donc je pense que c'est très important. La mémoire s'inscrit évidemment beaucoup par le travail des artistes au sens large. On reviendra dans la prochaine question sur la dimension justement de la fiction et des personnages que vous créez, qui sont d'ailleurs comme une lumière au cœur de cette noirceur absolument épouvantable. Je voudrais juste rester sur l'aspect document que vous avez consulté, parce qu'on sent qu'il y a un travail absolument énorme de documentation, de recherche, et faire un petit clin d'œil à un personnage que nous avons, c'est un véritable personnage que nous avons reçu ici l'an passé, et certains d'entre vous s'en souviennent sans aucun doute, et que vous évoquez parce que il a une certaine importance à un moment donné dans l'enquête. C'est le juge Marc Trévidic que l'on a donc reçu, et vous avez consulté justement les documents lorsqu'il a repris l'enquête qui avait été, je vais vous laisser en parler, un peu bâclée, dirons-nous, par le juge Bruguière. Oui, ça fait partie des histoires assez folles finalement du génocide. Il y en a beaucoup. J'en traite de beaucoup de ces histoires dans ce livre, mais il y a beaucoup de choses que j'ai dû laisser tomber parce que voilà, le livre fait déjà plus de 600 pages et on pouvait pas faire une espèce d'anthologie de toutes les histoires individuelles qui se sont révélées pendant ce génocide. Mais l'histoire de Marc Trévidic est assez passionnante. Alors on peut faire un rappel retour historique. Le génocide des Tutsis est déclenché le 6 avril par l'attentat qui va coûter la vie du président. Donc le président revient de Tanzanie, où il signe d'ailleurs des accords de paix, et son avion est abattu en plein vol au-dessus de Kigali par 2 missiles. Donc le président, évidemment, l'avion explose, donc le président meurt. Il y avait aussi le président de l'Ouganda qui était en même temps, et puis 3 militaires français qui étaient l'équipage de l'avion. Et donc, tout de suite après l'explosion de l'avion, donc on est à peu près à 20h le soir, les radios rwandaises commencent à diffuser des appels au meurtre en disant en substance les Tutsis ont assassiné notre président, sortez tous dans la rue avec des machettes et tuez tous les Tutsis, parce que si vous les tuez pas, c'est eux qui vont prendre le pouvoir et vous assassiner.
Et donc le génocide commence de façon extrêmement rapide et évidemment il était préparé. Il y avait des listes de gens assassinés, des caches d'armes, il y a rien de spontané là-dedans. Mais l'attentat est évidemment l'étincelle qui déclenche ce génocide. Et qui fait aussi qu'un grand nombre d'observateurs occidentaux ne s'attendaient pas à cet attentat et donc à l'explosion de violence aussi rapide, même si tout le monde craignait évidemment ce génocide, mais personne ne s'attendait à ce qu'il soit déclenché à ce moment-là de façon si rapide. Et donc la grande question, c'est qui a abattu cet avion présidentiel ? Et donc pendant un grand nombre d'années, l'hypothèse française, c'était que c'était les Tutsis qui avaient assassiné le président Hutu. Et donc, qu'en représailles, évidemment, les Hutus avaient commis ce génocide, mais que l'étincelle, c'est bien les Tutsis qui en portent la responsabilité. Et donc, ça a été l'hypothèse défendue par la France, défendue par le juge antiterroriste Bruguière, qui a abouti à une rupture diplomatique complète entre la France et le Rwanda, sachant que pendant toute cette période, la France était un petit peu la seule au monde à défendre cette thèse d'une responsabilité, d'une culpabilité des Tutsis de Paul Kagame, qui était le chef des rebelles Tutsis. Et puis, quand le juge Bruguière va aller vers un destin politique, il peut plus rester juge. Donc, c'est Marc Trévidic qui prend le relais et qui va reprendre l'enquête tout au début. Et finalement, ça va se démontrer que l'enquête de juge Bruguière était totalement bidon, qu'il n'a jamais mis les pieds au Rwanda, que la plupart des témoins sont en fait des gens qui ont été condamnés pour crimes contre l'humanité, que les documents produits sont des faux, enfin, que l'enquête ne repose sur rien et que Marc Trévidic, en reprenant l'enquête de façon extrêmement sérieuse, en tout cas, je le crois, aboutit à une conclusion inverse qui est que ce sont vraisemblablement les extrémistes Hutus qui ont assassiné le président parce qu'ils venaient de signer des accords de paix qu'ils estimaient intolérables. Et donc notamment, c'est des essais balistiques, etc., qui rendent un verdict qui est que les missiles auraient été tirés d'un terrain qui correspond au camp des extrémistes Hutus et que donc c'est eux qui en avaient le contrôle. Donc voilà, donc ça suit un long périple, même si évidemment la question qui reste posée aujourd'hui, c'est qui a tiré, puisque même si on sait que les missiles ont été tirés d'un camp qui était gardé par des extrémistes Hutus, ils n'avaient pas la compétence pour tirer, donc ils ont bénéficié d'une compétence technique, déjà des missiles eux-mêmes, et des spécialistes pour abattre un avion qui était un avion avec des systèmes de défense assez sophistiqués. Et donc là, voilà, donc qui a aidé ? Voilà, donc c'est là que revient l'hypothèse de mercenaires français, voire de militaires français, qui auraient pu aider, qui auraient pu être au courant. Et donc une partie du roman, évidemment, reprend toutes ces zones d'ombre sur la culpabilité par rapport à cet attentat. En tout cas, la question de cet attentat reste une question, je pense, assez ouverte dans l'histoire de France. Et alors, on ne sait pas, est-ce qu'on aura la réponse un jour ? C'est une grande question, mais enfin, sans spoiler le livre, il y a encore de multiples rebondissements au cours des 30 dernières années sur la boîte noire, sur des lettres anonymes, sur notamment des gendarmes français qui étaient en mission d'écoute radio et qui ont été assassinés. Enfin voilà, là on est dans un vrai feuilleton qui n'est pas encore, effectivement, dont la clé n'a pas encore été livrée. Alors votre art du twist et de la manipulation frappe encore très fort dans ce texte. J'ai envie de vous demander, parce que vous y réfléchissez en fait en tant qu'auteur à la fin de votre roman, vous dites que en fait c'est pas la réalité qui dépasse la fiction, c'est l'imaginaire, l'imagination qui permet justement d'appréhender cette réalité au travers de la création de personnages et de situations. C'est ce qui vous guide dans votre façon d'écrire, qui est d'ailleurs extrêmement rigoureuse. Oui, je crois que un grand nombre d'entre nous, quand on lit, on préfère lire des histoires. Enfin, je crois que l'être humain se construit aussi autour d'un ou de plusieurs imaginaires et qu'on a depuis tout petit, en fait, l'envie qu'on nous raconte des histoires et de naviguer entre la réalité et la fiction, des histoires parfois qui font peur, des histoires qui rendent triste. Enfin, voilà. Et sinon, alors, quand on grandit, qu'on devient adulte, certains adultes se tournent un peu plus vers des essais politiques, des choses qui vont être un petit peu moins dans les histoires, mais globalement, même adultes, la grande majorité d'entre nous, on continue quand même de lire des livres qui sont plutôt des romans, on continue de regarder des films qui nous racontent plutôt des histoires, et parce qu'effectivement, c'est une capacité à s'éloigner du réel, ou à accepter un réel qui soit insupportable, mais que la fiction rend un peu moins insupportable. Donc oui, et donc, sur Les Ombres du Monde, par exemple, par une histoire d'amour entre une jeune Rwandaise et un jeune militaire français,
ça permet à la fois de raconter l'histoire des relations entre le Rwanda et la France, de l'armée française, de la démocratie au Rwanda, etc., tout en racontant ça à travers une simple histoire d'amour entre une professeure de mathématiques, un militaire français, qui se trouvent embarqués dans la très grande histoire, qui vont avoir un enfant, qui vont se marier et qui vont se retrouver, se séparer, se perdre, se sauver. Voilà. Et donc je pense qu'on est embarqué dans cette histoire parce que si je fais à peu près bien mon travail, vous avez envie de savoir ce qui va arriver à Espérance, ce qui va arriver à Jorick, ce qui va arriver à leur enfant. Et par cette empathie, quelque part, vous allez vous retrouver au Rwanda avec eux, tremblant avec eux, pleurant avec eux, et finalement, vous avez envie de comprendre ce qui se joue. Voilà, peut-être de pester contre les militaires français, contre des décisions du gouvernement français. Parfois, c'est l'idée effectivement de l'intérieur de ressentir les mêmes émotions qu'ont pu ressentir ces personnages de fiction. Et c'est un tout autre processus qu'évidemment, moi en tant qu'universitaire, j'ai pu faire en lisant des tas de livres extrêmement sérieux, écrits par des militaires de géostratégie ou de travaux de journalistes, effectivement absolument important. Et puis, ce qu'on peut retenir aussi du Rwanda, quand même, c'est 94, les enquêtes, les procès, tout ça va arriver dans les 10 ans qui suivent. Donc on est déjà dans une période où Internet existe et tout est archivé. Et donc c'est vrai que j'ai fait un gros boulot de recherche, mais en réalité, c'est sans doute le génocide actuel le plus documenté. Vous avez des centaines de pages de rapports parlementaires, de missions d'observation. Si vous rentrez sur le volet de justice, vous avez effectivement des procès qui ont duré 10 ans avec des centaines de personnes qui ont été auditionnées. Donc tout ça, vous pouvez le retrouver, c'est en ligne. Voilà. Et donc vous avez toutes les comptes rendus d'état-major avec les différentes missions des militaires au Rwanda. Donc tout ça, vous pouvez le retrouver, le lire. Évidemment, je me doute que la plupart des gens vont pas s'enquiquiner à ce niveau, mais en tout cas, quand on veut écrire un roman, on peut assez facilement avoir toutes ces données. Et quelque part, ça m'a beaucoup aidé à me projeter dans ce génocide. Je vais prendre juste un exemple pour montrer ça. Il y a plusieurs opérations militaires, et longtemps le roman s'appelait Silverback. Donc Silverback d'Argenté, qui est le nom des gorilles mâles adultes. Et l'opération Silverback, c'est une opération qui a existé, qui est l'opération belge. C'est-à-dire, il y a eu l'opération française, qui était l'opération Amaryllis, qui a constitué, quand le génocide a commencé, à rapatrier tous les Français en France, parce que finalement le danger était trop fort. Et les Belges, qui étaient beaucoup plus nombreux au Rwanda, ont fait la même opération avec quelques jours de décalage, qui s'appelait l'opération Silverback, et qui consistait évidemment à remettre dans l'avion tous les ressortissants belges. Sauf qu'à la différence des Français, les Belges étaient présents un peu dans tout le Rwanda. Des missionnaires, un médecin, etc. Et donc, dans le compte-rendu de cette opération Silverback, qu'on peut trouver en ligne, on a jour après jour, presque heure après heure, la façon dont les militaires belges ont dû aller au Rwanda sauver parfois un soldat belge qui était un médecin dans un hôpital, alors qu'il y avait effectivement des centaines de Tutsis qui attendaient là d'être massacrés une fois que les soldats allaient repartir. Et donc ces soldats belges savaient qu'en fait ils allaient dans un terrain où on assassinait derrière eux, où ils devaient pratiquement pousser les cadavres. Et donc quand on lit ces comptes rendus d'état-major, etc., on est forcément dans une espèce d'horreur absolue de se dire que ce qu'ont dû vivre effectivement cette période-là. Et donc après, on essaye de les retransmettre d'une façon ou d'une autre dans le roman, peut-être de façon moins crue, avec d'autres mots, d'autres façons, mais évidemment c'est une espèce d'immersion quand même dans une réalité qui est très documentée, qui est très crue et qui est quelque part à portée de connaissance. C'est pas des choses que j'ai inventées, c'est des choses qui ont été complètement documentées et archivées. Alors j'ai envie de revenir justement du côté de la lumière de ces personnages de fiction et du côté de 3-4 femmes. Le premier, Espérance, personnage principal. En fait, votre roman tisse 3 temporalités, le présent, le passé et puis une forme de projection dans le futur très très intéressante. Et ce tissage, cet entrelacement se trouve dominé d'abord par la figure d'Espérance, dont on découvrira aussi ultérieurement Aline, sa fille, Maë, la petite fille. Espérance, elle est au cœur de cette sorte de carrefour identitaire qui n'en est pas, mais redoublée par un rapport problématique
à son corps aussi, à sa féminité. C'est aussi une intellectuelle, une femme qui a choisi les mathématiques dans un pays où elle n'était pas forcément destinée à faire des études de cette envergure-là. Elle va se trouver être l'amie de la première ministre Agatoui lors de la transition démocratique. Donc elle entrelace un certain nombre de motifs extrêmement intéressants. On peut en retrouver certains d'ailleurs dans votre littérature. Elle est née comment ? Elle est née d'où, Espérance ? Espérance, très tôt, j'avais cette idée de la rencontre entre Zurich et Espérance. Le roman est né de là et même de l'endroit, c'est-à-dire à la piscine de l'hôtel des Mille Collines. Donc l'hôtel des Mille Collines, c'est l'hôtel le plus célèbre du Rwanda, qui a fait l'objet même d'un film assez controversé. Et c'est l'hôtel où il y avait une grande piscine et où effectivement se rassemblaient notamment les militaires en permission, les expatriés. Enfin voilà, on a cette image-là. Et très vite, j'ai eu cette idée de la rencontre au bar de l'hôtel des Mille Collines avec Espérance, donc une prof de maths qui est là juste, qui corrige ses copies et qui est très très loin des prostituées ou des etc. Voilà, et d'un militaire qui lui aussi est un peu perdu, alors que les autres ne pensent qu'à s'amuser, boire leur bière, etc. Et voilà. Et donc c'est une espèce de rencontre de personnes qui sont un petit peu perdues dans cette grande histoire et qui veulent comprendre. Voilà. Donc ça c'est né assez tôt. Et puis le personnage d'Espérance, très vite j'ai voulu la désexualiser parce que dans beaucoup de récits sur le Rwanda, on revient quand même sur le mythe de la femme Tutsi, grande, belle, mince, voilà, ensorceleuse. Et de l'expatrié blanc qui va forcément la sauver et en tomber amoureux. Et je voulais à tout prix éviter ce cliché-là. Quand vous allez au Rwanda, je peux vous assurer que la plupart des Rwandaises qui travaillent dans les champs, elles portent pas des talons hauts et du maquillage. Voilà. Et donc voilà, donc je voulais une femme ordinaire qui ne soit ni belle ni laide, qui soit juste et qui quelque part s'en fiche un petit peu parce que dans le Rwanda de 94, les enjeux c'est pas cela, c'est pour elle c'est la démocratie, enfin voilà, elle a un certain nombre d'idéaux sur lequel elle ne transige pas. Et je voulais aussi que ce soit une femme ordinaire. Donc certes, elle va rencontrer la première ministre, etc. Mais enfin, c'est une prof anonyme. Il y a un très beau passage dans l'histoire du Rwanda que je spoil un petit peu, mais c'est pas l'histoire. C'est donc le personnage d'Agathe Uwilingiyimana qui va devenir première ministre du Rwanda quelques années, quelques mois avant le génocide. C'est la première femme première ministre en Afrique. Donc c'est une figure qui d'abord est ministre de l'Éducation et qui dans ses gouvernements de transition démocratique va beaucoup se battre pour la démocratie au Rwanda. Elle va être agressée, elle va être caricaturée, mais elle va tenir bon. Et donc je fais d'Espérance une femme qui travaille avec elle, voilà, dans ses bureaux, qui croit un peu en elle. Et il y a un joli moment, c'est effectivement Agathe Uwilingiyimana va être agressée par les extrémistes. Elle est Hutu, elle est Hutu, mais elle prône la réconciliation avec les Tutsis. Et évidemment les extrémistes ne supportent pas, la considèrent comme une traître Hutu. Et donc, à un moment donné, elle va simplement essayer de faire que l'accès aux études supérieures ne soit pas corrompu, et donc que les copies soient corrigées de façon anonyme, etc. Donc le clan des Hutus du Nord, ne vont pas supporter, donc vont l'agresser. Et en réaction à cette agression de Agathe Uwilingiyimana, 30 000 femmes vont défiler à Kigali, quelques mois avant le génocide, au nom des femmes, au nom des mères, au nom de leur droit à de l'étude pour leurs enfants. Voilà, sous les colibés, les crachats des Rwandais qui ne comprennent pas que leurs femmes, leurs filles, etc. puissent défiler comme ça. Et donc ça j'ai trouvé que c'est un joli moment parce qu'on se représente souvent l'Afrique comme finalement un pays qui n'aspire pas vraiment à la démocratie, etc. Et en fait non. À l'époque, voilà, les Rwandaises y croyaient, pensaient que la France était là, l'ONU était là, et que le Rwanda pouvait avoir un avenir démocratique et émancipateur pour les femmes. Et voilà, quelques mois après, c'est le génocide. Donc voilà, donc je voulais effectivement mettre en lumière ces personnages-là, et Espérance, et voilà, une petite goutte d'eau dans ça. Sachant qu'en plus, le Rwanda est très marqué par les femmes, c'est-à-dire qu'on a cette première ministre qui va être la première femme première ministre. On a aussi des personnages de génocidaires, un personnage dans le roman qui s'appelle Pauline et qui est la première femme qui va être condamnée pour crime contre l'humanité. D'ailleurs, je crois même encore aujourd'hui, c'est la seule femme qui a été condamnée pour crime contre l'humanité. Alors, vous verrez ce qu'elle a commis comme horreur, mais en tous les cas, voilà, c'est pas neutre qu'on ait à la fois les figures les plus lumineuses et les figures les plus horrifiques.
dans le même pays. Et après le génocide, quand le Rwanda a organisé ses premières élections, le Rwanda s'est fait connaître aussi pour être le premier pays au monde le pays au monde où il y avait le plus de femmes députées élues. Je crois que ça avait plus de 60% de femmes députées. Je crois que c'est encore le cas aujourd'hui. Et donc, plus que dans les pays scandinaves. Et là aussi, ça montre que le Rwanda était aussi considéré comme une forme de matriarcat. Enfin, en tout cas, c'est assez compliqué, mais en tout cas, les femmes jouaient un rôle important au Rwanda. Un rôle, comme j'ai dit, parfois lumineux. Et aussi, pendant le génocide, le rôle des femmes qui restaient au foyer, qui préparaient à manger, qui affûtaient les armes pour que les hommes aillent travailler le lendemain, ou qui travaillaient dans les champs pendant que les hommes allaient tuer. Donc, on a, comme ça, dans toute la littérature sur le Rwanda, des figures assez inattendues quelque part, et du meilleur comme le pire, mais enfin, qui représentent à chaque fois une force. Est-ce que c'est un texte aussi sur la filiation et sur la transmission? Parce qu'on va découvrir les deux autres personnages, donc Aline, la fille d'Espérance et de Yori, qui elle est arrivée à 3 ans en France, donc elle fait partie de ce qu'on appelle les survivants. Et vous dites que c'est pas forcément ceux-là qui vont demander à revenir, c'est la génération suivante, et c'est Maë, c'est un autre personnage. Elle est jeune, c'est une adolescente, et c'est elle qui, très liée à son grand-père Yori, qui va vouloir connaître le Rwanda, ses origines, à travers la figure d'ailleurs des gorilles, et on va y revenir parce que c'est un élément, c'est un animal important, et aujourd'hui c'est même un élément important du tourisme rwandais. Donc vous établissez, il me semble-t-il, très délicatement, avec toute la complexité de ce que peut être une filiation justement problématique quand il y a un événement aussi traumatique dans la lignée. C'est vrai que pour ceux, si d'autres personnes dans la salle ont lu d'autres de mes romans, la figure de l'identité, de la filiation, du secret de famille est présente énormément dans mes romans. C'est souvent le moteur principal de mes romans, donc c'est secret de famille. Et évidemment, dans un contexte de génocide, on est dans un contexte particulier où les secrets de famille s'affirment, puisqu'il faut changer d'identité pour survivre, il faut parfois évidemment mentir, enfin travestir la vérité, ou parfois il y a des traumatismes qu'on ne peut pas avouer à ses propres enfants. Bon, évidemment, dans ce type de contexte, là on est dans le contexte rwandais, mais on aurait exactement les mêmes types de récits pendant tout contexte de guerre, et qui font d'ailleurs souvent des grands romans historiques, parce que du coup forcément les familles se trouvent déchirées, séparées, recueillies, voilà. Et donc ça me fournissait évidemment une matière romanesque très 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 forte. Et oui, dans ce contexte-là, j'ai beaucoup aimé mêler la grande histoire avec alors ce qu'on appelait parfois dans mes romans des twists, des rebondissements, c'est-à-dire l'idée qu'on va être surpris à un certain moment de l'histoire par le vrai visage des personnages, par ce qu'ils ont caché, par ce qu'ils ne pouvaient pas dire. Voilà, et c'était presque plus facile pour moi de l'insérer dans un roman, dans un contexte comme le génocide, plutôt que parfois dans d'autres de mes romans où on se dit mais pourquoi tout simplement ne se parle-t-il pas, pourquoi ont-ils eu besoin de cacher. Bon voilà, là évidemment on est dans un contexte dramatique qui fait que paradoxalement les twists ou les rebondissements de ce roman, même s'ils peuvent être inattendus dans le cadre d'un événement aussi dramatique, je trouve, épousent très bien l'histoire, enfin en tout cas apparaissent comme tout à fait logiques. Donc on allie finalement la cohérence avec, j'espère, le plaisir de lecture. Pour revenir sur cette transmission, c'est aussi la question de la mémoire, évidemment, qui se pose dans ce texte, avec toutes les notions qui l'accompagnent quand il y a eu génocide, la question de l'oubli, la question du pardon, question de la réparation, avec au cœur justement le phénomène judiciaire et la spécificité que le Rwanda a mis en place à travers ces tribunaux dont vous retracez certains épisodes, si j'ose dire. Et je vais vous laisser justement en parler. Il y a une idée très originale parce qu'effectivement, comment peut-on évidemment condamner les coupables, mais comment peut-on aussi faire cohabiter ensuite des paroles et réapprendre à vivre ensemble? Moi, j'ai eu la chance d'aller au Rwanda avec un guide qui s'appelait Patrick de Saint-Exupéry, donc journaliste au Figaro, grand reporter, et puis le premier à avoir été un lanceur d'alerte sur le Rwanda, à avoir écrit beaucoup d'ouvrages sur le Rwanda, donc et il était présent juste à la fin du génocide. Donc il a accepté de m'accompagner au Rwanda, et donc on a vraiment pu visiter, rencontrer des rescapés, visiter les lieux de mémoire. Donc le fait de pouvoir parler avec des rescapés qui eux
sont restés sur place. Et bien, c'était passionnant. Je vais prendre un exemple, par exemple, d'un rescapé qui s'appelait Eric, qui était en fait, pour ceux qui ont lu ou qui se rappellent un peu de l'histoire, donc Bicécero, c'est une colline qui est à peu près la seule colline où les Tutsis civils ont résisté. C'est-à-dire qu'ils étaient à peu près 60 000 à s'être réfugiés sur cette colline un peu plus haute, qui était un lieu de résistance. Et ils ont tenu pendant le génocide. Et à la fin, ils étaient plus que 1000 quand les Français sont arrivés. Donc voilà, donc 1000 sur 60 000 au départ. Et donc c'est une étape importante du roman aussi. Et donc j'ai rencontré un des rescapés de Bicécero, Eric, qui s'est trouvé après le génocide à devenir maire de la commune de Bicécero. Et donc finalement à redistribuer les terres, des familles Tutsis qui avaient été décimées, mais aussi des Hutus qui étaient parmi les assassins, les bourreaux. Et donc il a dit il fallait faire le travail, il fallait bien que quelqu'un fasse le travail. Et il me disait bien sûr qu'on ne peut pas pardonner, bien sûr qu'on ne peut pas même se réconcilier. Mais il faut qu'on continue à vivre ensemble. Donc on continue à vivre ensemble. Et son espoir, c'était de dire que les enfants, puisqu'il n'y a plus ni Tutsi ni Hutu, pour la génération d'après, ils porteront pas le fardeau de leurs parents. C'est-à-dire, voilà, si des enfants Hutus avaient 10 ans à l'époque ou 5 ans, eh bien leur père, je leur pardonnerai jamais. Mais on sera tous rwandais et finalement mes enfants et leurs enfants pourront vivre dans un Rwanda en paix. Mais ça n'est possible qu'avec cette lucidité, mais aussi qu'avec la mémoire et donc la libération de la parole. C'est vrai que le Rwanda est un pays, quand on y va aujourd'hui, qui est extrêmement joyeux, coloré, fascinant, une fourmilière humaine. C'est les plus grosses densités d'Afrique. Ça ressemble beaucoup à l'Asie de ce point de vue-là. On est à 600 habitants au kilomètre carré, et pour un pays de montagne en plus. Donc c'est un paysage qui est partout anthropisé, des champs de thé, de tabac, enfin voilà. Et donc un pays fascinant par son espèce de dynamisme, de travail continu. On n'est pas du tout dans les ambiances du Sahel, etc. C'est presque même un peu l'inverse. Et d'un autre côté, on a des lieux de mémoire partout. On a partout, il y a les grands lieux de mémoire qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, il y en a 4, mais partout, il y a un peu comme partout nos monuments aux morts. Dans chaque village, dans chaque haut de colline, on a un petit monument, on a des noms gravés, voilà. Donc la mémoire, elle est présente partout, et je pense que c'était indispensable. Et puis, on a ces fameux gacaca, c'est-à-dire ces tribunaux populaires. Alors le Rwanda s'est vite retrouvé après le génocide avec même si on avait interdit toute mention de Hutu et de Tutsi, etc., avec un problème, c'est qu'il y avait environ 1 million de personnes au moins soupçonnées d'avoir participé au génocide. Et je crois que c'était 300 400 000 personnes qui ont été incarcérées très vite. Donc évidemment, les prisons ne pouvaient pas tenir pour un pays de 7 millions d'habitants. On ne pouvait pas en avoir 400 000 en prison. Enfin, ça tenait pas. Et donc ils ont décidé de créer ces gacaca, de recréer, puisque les gacaca, c'était des tribunaux populaires ancestraux, et donc ça veut dire pelouse en Kinyarwanda. Donc c'est des tribunaux de plein air où dans chaque village on décidait d'un juge qui était un juste, qui était quelqu'un qui était resté modéré, et bien les bourreaux, en tout cas les gens qui étaient accusés d'avoir participé au génocide, défilaient avec des niveaux de responsabilité variés, et devaient simplement reconnaître les faits, parler, et sans qu'il y ait forcément de pardon, mais en tout cas, il y avait une libération de la parole entre les bourreaux qui parlaient devant les victimes ou les familles des victimes, sachant qu'un des éléments clés était quand même de pouvoir prier les morts, et donc de pouvoir révéler où les cadavres, parce que finalement c'était des charniers qui avaient été enterrés à la va-vite, et donc où les corps étaient enterrés, de manière à ce que les gens puissent aller prier sur leur tombe, tout simplement. Et ça a été un élément dans un pays extrêmement catholique, extrêmement important. Enfin, on retrouve énormément de témoignages de dire je ne sais pas où est mon père, je ne sais pas où est mon cousin, et je ne sais pas où sont mes enfants, et ils sont comme des fantômes tant que j'aurais pas retrouvé leur corps, et que je pourrais pas les enterrer, et que je pourrais pas aller prier sur leur tombe. Donc c'était un élément très important. Mais enfin, ce que je retiens là, c'est quand même c'est assez unique au monde, finalement, ce phénomène de libération de la parole, et je crois qu'il y a eu 11 000 gacaca, donc c'est quand même énorme, et ça a globalement fonctionné. Alors une nouvelle fois, c'est pour ça que je parlais de l'anecdote d'Eric, je dis pas que les gens vont se mettre à se pardonner, à s'aimer, etc. Mais en tous les cas, ils ont continué de vivre ensemble, comme c'est sans doute le pays le plus jeune au monde, du fait même d'une génération décapitée. C'est un pays qui a un taux de croissance énorme, c'est un pays Kigali est une ville très moderne. Le Rwanda voudrait devenir une sorte de Dubaï de l'Afrique, de Start Nation, etc. Et donc, effectivement, on peut imaginer que le Rwanda se reconstruise
Moi, par exemple, il y a quelque chose qui m'a marqué quand on a visité le mémorial de Bicêtre avec Patrick de Saint-Exupéry. C'était un jeune guide anglophone, un étudiant en histoire, et son discours était un discours, quand on lisait tout de suite, il disait son discours, c'était les Rwandais, c'était be yourself, quoi. Les Rwandais doivent devenir eux-mêmes. Ils sont plus Tutsi ou quoi que ce soit. Simplement, c'est la réussite personnelle. Chaque Rwandais doit entreprendre, doit étudier pour devenir ce qu'il est vraiment. Enfin, c'est un discours très presque pro-américain, très voilà. Et c'était amusant de voir comment ce discours imprégnait finalement un jeune étudiant, pas du tout dans l'idée qu'il faudrait revenir sur des identités communautaires, etc. C'était regardons vers l'avenir et soyons tous. Enfin, c'était presque un éloge de l'individualisme libéral plutôt que voilà. Et donc ça, c'était assez frappant de se dire que voilà, un pays est porté par sa jeunesse et pas du tout par ce passé. Ça m'avait fait ça aussi quand j'avais été au Vietnam, où en fait, pareil, un pays extrêmement jeune, où les jeunes n'ont aucune culture de la guerre du Vietnam, de l'Amérique, de l'Indochine ou quoi que ce soit. Eux, ils regardent l'avenir et la réussite individuelle et les études et les entreprises qu'ils pourront fonder ou dans lesquelles ils pourront s'insérer et sans forcément ressasser enfin, ils peuvent être au courant de l'histoire, mais quelque part, ils regardent vers l'avenir et dans des pays qui travaillent beaucoup et où beaucoup de choses sont basées quand même sur la capacité à réussir individuellement. En tout cas, pour certains Rwandais, évidemment, ça reste un pays très pauvre, mais en tout cas, c'est en tout cas ce rêve-là qui peut être entretenu au Rwanda. Alors justement, dans le cadre de cette Startup Nation, à laquelle vous faisiez allusion malicieusement, je voudrais revenir sur les personnages, parce que ce sont aussi des personnages à part entière, des gorilles, et sur ce que, sans aucun doute, à l'initiative de Paul Kagame, le tourisme rwandais autour de leur figure est devenu. Et il me semble que vous lancez un petit coup de patte très judicieux sur la manière dont une certaine forme de tourisme qui serait plus vertueux, plus protégé, qui marquerait aussi des moments d'exception autour de la rencontre entre un petit groupe de touristes et puis des gorilles. Comment cette conception-là, en fait, elle se heurte à une sorte de simulacre que la fiction déploie là ici. Oui, très vite. Alors c'est vrai que le Rwanda, c'est le seul pays au monde où on peut visiter des gorilles dans leur habitat naturel, donc en liberté. Le Rwanda, c'est aussi le pays évidemment de Dian Fossey. En tout cas, c'est là que Dian Fossey a été assassiné, et l'endroit où on va aller à la rencontre de ces gorilles, le parc des Virunga. C'est là où il y a la tombe de Dian Fossey. Et d'ailleurs, Dian Fossey a sans doute été assassiné par les génocidaires, enfin ceux qui plus tard deviendront génocidaires, puisque c'était une élite corrompue et la contrebande, en particulier le braconnage, faisait partie de leur enrichissement, et Dian Fossey luttait aussi évidemment contre ces braconniers. Et donc du coup, alors les gorilles sont toujours restés là, en fait, et il y a toujours eu cette possibilité de voir les gorilles de montagne, mais aujourd'hui, depuis une trentaine d'années, ça a été un peu institutionnalisé, rationalisé, avec, alors évidemment, un côté qui dirait on est sur du tourisme extrêmement vertueux, puisque globalement, il y a 8 familles de gorilles qui ont été habituées, c'est-à-dire pendant plusieurs longues années, des traqueurs vont vivre avec les gorilles pour que les gorilles s'habituent à l'homme. Une fois que les gorilles sont habitués à l'homme, on peut amener des touristes à 1 mètre d'eux sans qu'ils se prennent un coup de patte qui les décapite, donc sans qu'il y ait trop de danger. Et donc voilà, donc il y a ce travail, donc il y a en gros une centaine de gorilles qui sont habitués à l'homme, et donc on peut aller les visiter par petits groupes de 10 personnes. Il y en a 10, donc voilà, ça fait à peu près 100 personnes par jour qui peuvent aller voir les gorilles juste 1 heure par jour. Donc vous voyez, donc ça veut dire que c'est un tourisme d'ultra privilégié, puisque 100 personnes sur la planète, ça fait pas beaucoup, même si c'est chaque jour, et que ça coûte, je crois, entre 1000 et 1500 $, donc c'est pas donné quand même, et c'est pas donné à tout le monde d'y aller, et du coup ça renvoie, moi évidemment je l'ai fait dans le cadre de mon roman, parce que je voulais vraiment que ça soit un des éléments importants de ce roman-là, et bon, vous avez des gens qui viennent du monde entier, en fait. Et donc, évidemment, tout est fait pour montrer que c'est un moment exceptionnel de rencontre, voilà, presque quasi mystique avec des gorilles. C'est vrai qu'il y a ce côté impressionnant, sachant évidemment que tout est quand même
sous contrôle et que, bien entendu, ces pauvres gorilles, on sait toujours où ils sont et puis on les nourrit pour qu'ils soient assez loin des touristes pour qu'on les cherche un peu dans la forêt, mais que quand même les touristes fatigués qui ont payé $1 500, ils finissent quand même par voir un gorille, sinon ils vont pas être contents. Puis c'est pas que des jeunes fringants, donc à un moment donné, c'est ce que je raconte dans le roman, mais ça c'est des trucs que j'ai vécu. Voilà, il y a quand même les vieux Américains un peu bedonnants qui commencent à marcher depuis 3 heures et se disent bon, The Gorillaz. Ouais, ça se mérite quand même. Oui, voilà. ça se mérite. Donc voilà, donc il y a côté mise en scène et puis évidemment cette idée que l'argent est reversé pour le développement local, etc. Du coin. Donc c'est évidemment une image de marque pour ultra riches aussi, avec aussi ça m'a beaucoup surpris dans ce parc des lodges pour milliardaires qui viennent en hélicoptère, qui doivent avoir des milliardaires africains. Enfin c'est ça, c'est quelque chose d'une image qu'on a assez peu d'une élite très riche en Afrique, alors peu nombreuse mais qui existe et qui comme ça possède quelques propriétés, dont dans ce parc autour des gorilles. Voilà, on voit jamais évidemment puisqu'ils arrivent en hélicoptère, tout est fermé, enfin avec des vigiles et tout quoi, mais ça existe aussi dans des petits lieux comme ça. Donc voilà, donc ça me donnait aussi envie de décrire ce soft power qui est aussi autour des gorilles. Là, j'étais un peu fier de moi, voilà, parce qu'en fait, je cherchais aussi des aspects un peu métaphoriques sur le Rwanda. J'avais beaucoup apprécié le roman Notre-Dame du Nil de Scholastic Mukasonga. Certains l'ont peut-être lu ou vu le film qui en a été tiré, qui raconte l'histoire d'un pensionnat fictif où il y a des jeunes filles Hutus et Tutsis, et puis quand le génocide va commencer, en tout cas quand les pogroms, bien les pauvres petites Tutsis vont commencer à devenir les souffres-douleurs des Hutus, alors qu'elles-mêmes ne comprenaient pas ça. Et donc il y a toute une mythologie autour des sources du Nil et de Notre-Dame du Nil, qui serait une statue et qui serait finalement avec un nez fin, etc. Donc qui serait plus Tutsi que Hutu et qui cristalliserait finalement une sorte de haine stupide envers Notre-Dame du Nil. Et donc je trouvais ça très beau finalement d'avoir inventé une légende que sont les sources du Nil pour en faire toute une symbolique par rapport à la montée de la haine anti-Tutsi. Et je me dis, faudrait que je trouve aussi un truc comme ça qui me permettrait de parler du Rwanda, mais qui soit une façon métaphorique de parler du génocide, etc. Et à un moment donné, je me dis, mais les gorilles, c'est parfait, parce qu'on a à la fois l'homme. Enfin, les pauvres gorilles, ils sont en montagne, ils ont rien demandé, quoi. Et puis l'homme arrive, il se dit, là, on a du business à faire, donc on va prendre une poignée de gorilles. Voilà, on va en prendre à peu près un gorille sur 10, ils doivent être 200, ils doivent être 400-500 à peu près, les gorilles de montagne sauvages encore. Donc on va en prendre 1 sur 10, par exemple, 1 sur 5, puis on va les habituer à l'homme. Et puis du coup, on va s'en faire des copains, ils vont être un peu moins sauvages que les autres gorilles. Et puis du coup, on va pouvoir emmener les touristes les voir. Et donc du coup, c'est vrai que ces gorilles-là sont des gorilles inoffensifs, des gorilles qu'on nourrit, des gorilles qui sauraient sans doute plus se défendre s'ils étaient attaqués, et qui sont presque des gorilles humains. Ça devient presque nos cousins. Alors que les autres gorilles de montagne, eux évidemment, ils restent des animaux sauvages. Et donc quelque part, on crée deux types des gorilles un peu plus humains que les autres, et c'est évidemment ce qu'a fait le colonisateur avec les Rwandais en disant tiens, il y a parmi tous ces Rwandais, il y en a qui sont plus grands que d'autres, il y en a qui ont la peau un peu plus claire, il y en a qui ont le nez un peu plus fin. Tiens, ceux-là, et on va les appeler Tutsis, et parce qu'ils nous ressemblent un peu plus, et donc on va les considérer un peu plus humains finalement que les autres qui sont petits, trapus, etc. Donc finalement, j'étais assez content à travers cette métaphore des gorilles de montrer finalement comment l'homme a besoin de créer des races ou de créer des classifications par rapport à quelque chose qui dans la nature au départ n'existe pas. Ouais, c'est vraiment un épisode en miroir qui est extrêmement intéressant. Est-ce qu'il y a une question pour Michel Bussy? Ma question, c'est combien de fois vous êtes allé au Rwanda et combien de temps vous avez passé là-bas pour pouvoir écrire ce livre? Alors, je n'y suis allé qu'une fois. J'y suis resté une dizaine de jours. Donc c'est peu, c'est vrai, c'est peu. Et j'y suis allé juste avant d'écrire le roman. Et donc, comme je le dis, moi, j'ai pas la légitimité d'un Gaël Faye ou de gens qui ont passé leur enfance au Rwanda ou donc au Burundi. Quelque part, par exemple, j'ai discuté beaucoup avec Scholastic Mukasonga qui disait on a besoin de témoins de témoins du dehors, de témoins de l'extérieur. Il y a eu beaucoup de rescapés qui ont écrit, mais qui avaient besoin aussi de gens qui apportent leur regard extérieur sur le Rwanda. En tant que Français, moi j'ai écrit ce roman en tant que Français. D'ailleurs, les héros principaux, quand ils retournent au Rwanda en 2014, ils sont français. Même si Aline, la maman, elle avait 3 ans quand elle est arrivée en France, donc elle a aucun souvenir réel du Rwanda. Donc c'était aussi ce regard
extérieur sur le Rwanda aujourd'hui. Et puis évidemment le but de cet ouvrage, c'est de faire comprendre à un lectorat français pour l'instant les rouages de ce génocide, les prises de décision souvent françaises ou de l'ONU. Donc voilà, donc ça je trouvais que c'était nécessaire. Après, comment dire, j'ai aussi remarqué en discutant pas mal avec des gens, voilà, comme Gaël Faye, comme Scholastica Sangak, c'est assez peu évident pour eux de dénoncer la France, en tout cas parce qu'évidemment la France est aussi leur pays d'accueil, ils ont la double nationalité, enfin, et donc eux racontent ce qu'ils ont vécu, mais je crois fondamentalement que c'est aux citoyens français, c'est aux journalistes français, c'est aux hommes politiques français, c'est aux associations d'exiger la vérité, enfin voilà, on est dans notre rôle, ça fait partie de l'histoire de la France, ça fait partie, ce sont des gens qu'on a élus, enfin voilà, donc je crois que ça c'est une part de notre histoire récente. Et moi, en tout cas, je l'ai vraiment écrit comme ça. Évidemment, après, j'ai pris toutes les précautions possibles pour... donc, comme je l'ai dit, j'y suis allé au Rwanda avec Patrick de Saint-Exupéry. Donc, c'était un bonheur d'avoir un guide qui connaisse aussi bien le Rwanda. Donc, j'avais préparé au maximum mon roman pour savoir, en disant, je veux aller là, je veux voir ça, je veux comprendre ça, etc. Et puis, quand même, comme je disais, il y a quand même beaucoup de sources autres. J'ai vraiment fait relire mon livre j'avais une équipe de 3-4 personnes autour de moi, dont Colette Brackman, qui est une journaliste belge, qui a été la première à vraiment être sur le génocide et à écrire les livres sans doute les plus importants. Enfin, c'est un témoin direct de l'attentat. Enfin, donc, et Colette, qui est une journaliste au Soir, qui est sans doute la sommité sur ce génocide. Et puis Hélène Dumas, par exemple, qui est une directrice de recherche au CNRS, qui est aussi qui est franco-rwandaise et qui est la grande référence scientifique sur le Rwanda. Donc voilà, tous ces gens-là ont relu mon livre, ont travaillé avec moi, et donc ça me permettait à beaucoup de moments d'ailleurs de peser les mots, des exemples. Quand je parlais par exemple de folie meurtrière, on me disait non Michel, il n'y a pas de folie meurtrière, c'est une planification méthodique, les gens n'étaient pas fous, et les choses ont été très clairement préparées, donc planifiées. Donc voilà, c'est un exemple parmi plein d'autres de la nécessité d'employer les bons mots sur les bons lieux. Mais bon, après, je crois tout à fait nécessaire le témoignage de l'intérieur et le regard extérieur sur des faits historiques fondamentaux. Je crois qu'on n'écrit pas tout à fait les mêmes livres, on ne dit pas les mêmes choses, et l'indignation n'est pas tout à fait la même. Donc voilà. Mais je vais y retourner évidemment au Rwanda, une fois qu'on y a été une fois, on y prend goût. Mais j'aurais aimé rester sans doute plus longtemps, mais je suis pas sûr non plus que c'est aussi nécessaire que ça pour le livre que je voulais écrire. Il fallait aussi que je garde une certaine, une certaine distance, voilà exactement, une certaine distance de manière justement à pouvoir à poser ce regard qui a pu être celui des militaires français qui sont arrivés au Rwanda, d'une jeune ado qui arrive au Rwanda alors que c'est son histoire familiale mais qu'elle ne connaît pas ce pays. Enfin voilà, il fallait aussi garder cet état d'esprit on découvre le Rwanda et on essaie de comprendre et finalement on a du mal à comprendre. D'ailleurs, on va le découvrir d'abord par la parole de sa grand-mère, parce qu'elle va lire son journal. Est-ce qu'il y a une autre question? Eh bien, non. Alors ça, c'est une belle question, vous avez compris. Parce que ça, c'est une des conclusions les plus classiques des gens qui vont au Rwanda. Je parlais de Colette Brackman, qui est quand même la grande spécialiste du Rwanda. Et elle a écrit un livre il n'y a pas si longtemps que ça, où elle conclut qu'elle a passé 30 ans au Rwanda et qu'elle ne comprend pas toujours ce pays, qu'elle n'arrive pas à comprendre. Et j'écoutais Gaël Faye, après Jacaranda, je crois que c'était à la Grande Librairie, qui disait la même chose. Il dit, moi, je suis franco-rwandais, ma mère était Tutsi, et c'est un peu l'objet d'ailleurs de son livre Jacaranda. Il dit, et je n'arrive pas à comprendre, ces gens disent, ils vivent ensemble alors qu'il y a eu de tels massacres. Moi, je ne sais pas comment j'aurais pu réagir si j'avais vécu ça, parce que lui, il n'est pas un rescapé, il est au Burundi, mais il n'était pas. Et il dit, très difficile de comprendre comment ces gens continuent à vivre, cette résilience, etc. Moi, de la même chose, c'est-à-dire qu'on a quand même du mal à comprendre parce qu'on ne l'a pas vécu, et c'est pour ça que c'est fascinant. J'espère que ce roman a aussi cette vertu-là, c'est de s'attaquer à un grand mystère qui est de dire comment on peut continuer de vivre après de telles épreuves et continuer même de vivre ensemble.
Je prends un exemple qui est très fort, par exemple, je trouve, enfin, moi que j'ai ressenti très fortement. Une grande partie du roman se passe dans un petit village qui s'appelle Kibéo, Kibéo, qui est un tout petit village, un hameau, mais qui est assez connu parce qu'il y a eu des apparitions de la Vierge Marie. Enfin voilà, donc c'est un lieu, c'est même d'ailleurs le plus grand lieu de pèlerinage en Afrique. Donc à l'Ascension, c'est, je crois, pratiquement 30 000, 40 000 personnes qui viennent. Donc c'est un beau lieu. Donc c'est un lieu un peu où l'église et ce pèlerinage existait déjà au moment du génocide. Donc c'était déjà un lieu qui était symboliquement très très marqué. Et donc dans l'église de Kibéo va se dérouler un massacre, je pourrais presque dire ordinaire, puisque ça s'est déroulé dans la plupart des églises du Rwanda. Donc c'est environ entre 5 et 6 000 personnes qui ont été assassinées dans l'église, qui se sont réfugiées dans l'église et qui se sont retrouvées piégées et qu'on a assassinées pratiquement sans aucun survivant. Donc un lieu de mémoire, une église complètement détruite par les grenades, etc. Donc vous avez un mémorial, vous avez les photos de l'église pendant le génocide où il reste pratiquement plus rien, etc. Les noms des morts, etc. Et puis après le génocide, c'est posé la question, que fait-on de cette église? Est-ce qu'on en fait une église ou est-ce qu'on en fait un musée? Ou est-ce qu'on... Et en fait, c'est assez unique, je crois aussi, c'est que du coup, cette église est devenue une église musée. C'est-à-dire que vous avez l'église qui a été reconstruite, et donc comme le Rwanda, comme je l'ai dit, est un pays catholique avec une grande ferveur, donc vous avez des fanions, des statues colorées, des églises qui sont pleines avec des gens qui vont chanter, enfin voilà, donc vous avez cette espèce de ferveur. On se dit, ils sont réconciliés, c'est jamais rien passé ici, ces gens ont l'air tous croyants et heureux de chanter ensemble. Et puis, dans la crypte, vous avez l'ossuaire de ces 5000 morts, qui est un lieu de mémoire où vous avez tous les gens qui ont été, enfin, les squelettes, etc. Donc voilà, alors, qu'est-ce qu'il y a à comprendre, quoi? Je veux dire, et où les gens oublient ou n'oublient pas, puisque c'est quand même un lieu de mémoire. Donc voilà, je sais pas s'il y a quelque chose à comprendre. En tout cas, c'est, pour nous arrivants, je trouve que c'est assez fascinant. C'est aussi des leçons de vie, c'est des questions qu'on se pose. Et c'est, je crois, pour ça que le Rwanda fascine et fascinera encore longtemps. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de chercheurs, de psychologues, d'historiens, etc., d'anthropologues qui travaillent aussi sur ce génocide parce qu'il est prêt, les gens sont encore vivants pour beaucoup, et donc c'est un laboratoire assez extraordinaire. C'est pour ça aussi que je termine ce roman aussi par l'espérance, par tout ça, parce que on peut toujours imaginer qu'on tire des erreurs du passé et que tout ce qu'on a appris du Rwanda, tout ce qu'on a expérimenté au Rwanda pourra servir pour empêcher un génocide ailleurs ou pour empêcher pour minimiser les conséquences d'un génocide ailleurs. Alors, ça peut paraître très optimiste, etc. Mais c'est sûr que le Rwanda a tiré de l'expérience du génocide de la Shoah. Il y a beaucoup de gens qui travaillaient sur la Shoah qui ont apporté cette expérience sur le Rwanda. Donc on peut aussi espérer ça. En tout cas, c'est un laboratoire assez fascinant sur plein, et même d'ailleurs sur l'évolution du travail de commémoration, qui était beaucoup plus dur au début, beaucoup plus cru, beaucoup plus traumatisant, et qui progressivement est passé par quelque chose d'un peu euphémisé, enfin qui était beaucoup plus presque intellectualisé, etc. Progressivement, alors qu'au début on était vraiment dans l'émotion brute, choc. Voilà, donc ça aussi, ça a été beaucoup étudié par les spécialistes post-traumatiques, en particulier les travaux de Jean Asfeld. Enfin voilà, mais tout ça est d'une richesse humaine importante. Enfin, ça ouvre énormément de fils. Je voulais savoir si vous aviez eu des retours de lecteurs d'origine rwandaise sur justement votre livre, et notamment si vous aviez eu des gens plutôt des lecteurs Hutus ou des lecteurs Tutsi qui avaient lu le livre et que vous avez fait un retour. Alors oui, j'ai eu quand même beaucoup de retours, parce qu'il y a une diaspora rwandaise importante en France. Il y a beaucoup aussi de Rwandais qui ont été adoptés en France. Il y a eu, je crois, c'est 300 000 orphelins. Enfin, donc c'est quelque chose d'assez fréquent. Alors Tutsi Hutu, c'est compliqué. Encore ce matin, j'étais en signature et pareil, il y avait une famille avec une dame qui était Tutsi, dont 30 membres de sa famille ont été assassinés, qui habite en France, enfin qui était mariée avec un Français du coup. Bon, donc toute sa famille française, mais et donc voilà, donc typiquement. Après, non, personne n'est venu me dire en disant j'étais Hutu, et je crois pas que ce soit quelque chose qui soit facile. On sait qu'il y a une centaine à peu près de génocidaires qui doivent habiter en France, ou des faux noms, et évidemment ils vont pas venir se vanter que voilà, ils sont venus se réfugier, et ils vont vieillir sans doute et mourir dans une forme d'anonymat sans qu'on sache réellement alors qu'ils sont recherchés peut-être au Rwanda
ou ailleurs. Donc voilà, donc après oui, j'ai eu pas mal de gens qui ont connu le Rwanda, de Tutsis. Par exemple, j'étais dans le salon de Saint-Étienne où il y a une pièce de théâtre tirée du roman et qui était jouée par des jeunes rescapés du génocide, qui ont eux-mêmes, un peu écrit ou plutôt de la danse aussi. Bon, donc voilà, donc oui, ça a été intéressant. Souvent, eux, ils sont intéressés par le livre parce qu'en fait, il met en évidence la dimension politique qui est celle qu'ils connaissent le moins finalement. Eux, ils ont tous des témoignages absolument bouleversants de la façon dont ils ont survécu. Souvent, ce sont les seuls de leur famille à avoir survécu. Souvent, ce sont des enfants qui ont survécu parce qu'ils se sont sauvés, parce qu'ils ont, ils ont été recueillis, ou ils ont changé leur identité, mais toute leur famille a généralement péri. Donc voilà, donc c'est évidemment, et souvent c'est des souvenirs un peu lointains parce qu'ils ont souvent, moins de 15 ans. Donc oui, il y a. Et puis d'un autre côté, il y a les deux réactions, mais la plupart des réactions sont quand même des réactions de dire ils veulent pas être assignés au génocide, pas qu'en permanence quand ils arrivent, bonjour, je suis Tutsi, que en permanence, Donc j'ai rencontré les deux cas des gens qui n'avaient pas spécialement envie qu'on les assigne à cette identité là, et d'autres qui au contraire, en font un étendard, ont envie de chercher, ont envie d'en parler, ont envie de transformer de façon artistique ce qu'ils ont vécu. Il y a un peu tous les cas. Puis après, il y a des jolies histoires. Par exemple, récemment, j'ai parlé tout à l'heure de la première ministre, Agathe Uwilingiyimana, qui elle a été assassinée, mais ses enfants ont miraculeusement survécu. Ils ont une histoire assez rocambolesque, mais je sais que ces enfants existent, mais je sais pas où ils sont. D'ailleurs, ils sont pas dans les médias, donc personne ne sait vraiment où ils étaient. Puis récemment, la semaine dernière, j'ai reçu une lettre. Ils ont été extradés en Suisse parce que la France n'a pas voulu les accueillir, et donc de quelqu'un qui les connaît bien, qui m'a envoyé un mot, et donc du coup indirectement j'ai pu avoir contact avec les 4 enfants de la première ministre, et donc qui vont recevoir mon livre et qui ont 4 trajectoires d'ailleurs assez différentes. Donc voilà, donc ça fait aussi partie des jolies histoires de pouvoir retrouver comme ça des trajectoires. Bon, j'ai pas eu de réaction négative pour me dire que c'était un tissu d'ânerie, etc. Là-dessus. Enfin, j'ai eu des réactions quelques-unes un peu négationnistes en disant à quoi bon encore un auteur qui va venir dire que la France s'est mal comportée et que l'armée française n'a pas fait son travail, mais il y en a eu assez peu. Mais en tout cas, sur le plan des rescapés eux-mêmes, j'ai toujours eu un accueil extrêmement bienveillant. Pourquoi vous n'iriez pas dans des lycées ou à la fac raconter tout ça, comme vous venez de le faire ce soir? On l'a fait pas plus tard que cet après-midi, là au lycée Montaigne, devant des étudiants. Mes étudiants. Et donc oui, non, c'est très bien, et je l'ai fait aussi devant des lycéens. Oui, bien sûr, j'espère le faire. J'espère aussi que ce livre sera étudié à l'école. Par exemple, Petit pays de Gaël Faye est très étudié maintenant, très recommandé au collège et au lycée. Et donc, j'espère que les ombres du monde. Je sais que maintenant le Rwanda est au programme, notamment du lycée, de la spécialité histoire géo, sciences politiques. C'est un des volets importants. Et donc, oui, j'espère que les. Moi, je crois beaucoup que la jeune génération, ça fait partie de leur histoire, et qui seront intéressés par cette histoire absolument terrible et, comme on disait, finalement assez incompréhensible. Et donc je crois qu'ils vont s'en emparer. Bon, ce livre avec plein d'autres participera à ça. Après, j'ai pas du tout la prétention de venir parler comme le font les rescapés qui vont expliquer ce qu'ils ont vécu, etc. C'est d'une autre nature. Moi, par contre, effectivement, parler à des étudiants en sciences politiques, etc. Et parce que là, il y a plein de choses dont on n'a pas parlé, mais évidemment parler des prises de décision politiques, de la cohabitation en France, enfin de toute une série de choses. Ça, oui, c'est aussi passionnant parce que c'est aussi les rouages de l'État, les rouages de la diplomatie française. Comment, à un moment donné, un certain nombre d'alertes qui sont données sur le terrain ne donnent pas lieu à des prises de décision en haut. Donc, quels sont effectivement tous les dysfonctionnements, hein, parce que là, on a vraiment il y a eu des rapports parlementaires, le rapport Vincent Duclerc, etc., qui ont démontré de façon extrêmement précise tous les échecs de la démocratie, tous les échecs et tous les moments où on aurait pu inverser le processus. Donc voilà. Après, ça n'a pas été posé comme question, mais vraiment la question, c'est aussi celle du déni politique, hein. C'est vrai que la grande difficulté de la question du Rwanda aujourd'hui, c'est que globalement, il y a eu un rapport qui est le rapport Duclerc, qui
conclut à la responsabilité accablante de la France. Et à partir de là, on était en 2021. Il y a un peu l'idée que le couvercle a été mis sur la question du Rwanda et de dire voilà, maintenant, la France a admis sa responsabilité. Voilà, c'est fini, on n'en parle plus, on se réconcilie et on passe à autre chose. Sauf que, non, parce que dans les secrets de famille, il y a toujours des choses à dire, à trouver. Et la preuve, comme disait ce matin encore, plainte portée contre la Banque de France et ça ne manquera pas de continuer. Donc en fait, les zones d'ombre, 30 ans, c'est trop tôt. Les zones d'ombre existent encore. Toute une série, comme je disais, de génocidaires sont encore en vie. Toute une série, je parlais de l'attentat, non pas de vérité n'ont pas encore été trouvées. Le juge Trévidic lui-même, a fait une grosse enquête, mais lui-même n'avait pas les enquêteurs pour aller au bout de certains aspects de l'enquête. Donc, mais c'est très bien. Enfin, quelque part, c'est normal que la justice, que les journalistes, que les citoyens, que l'histoire continuent de travailler pour faire avancer la vérité et les faits. Enfin, c'est le sens du monde que de regarder les événements quand ils sont refroidis et petit à petit. D'éclaircir les zones d'ombre, ça se trouve pas nécessaire et je trouve effectivement que parfois nos politiques, et là c'est vraiment tout parti confondu, c'est un élément inflammable, le Rwanda, c'est vraiment une tache noire de notre histoire. 1 million de morts, c'est pas rien. Et c'est vrai que je pense qu'ils ont quand même la trouille. C'est quelque part quelque chose qui n'est pas simple à assumer. Et donc, je pense qu'il faudra attendre une génération prochaine pour que ça soit assumé avec plus de clarté. Voilà. Vous voulez dire que la disparition des générations en fait politiques en cause. Oui, mais c'est ce qui s'est passé avec Vichy aussi, hein. C'est pas nouveau, hein. Ça s'est toujours produit. C'est passé avec Napoléon. Enfin voilà, Vichy a valu attendre évidemment les années 80 pour que on puisse commencer à vraiment voir ce que l'administration a fait, etc. Tant que les hauts fonctionnaires qui étaient encore vivants étaient là, c'était évidemment très compliqué d'impliquer des gens qui par ailleurs avaient assumé de très hautes fonctions publiques. Donc ça sera c'est un mouvement lent aussi, hein. Le mouvement de la vérité est un mouvement. Il y a le temps du journalisme, il y a le temps de l'histoire. C'était Les Ombres du Monde, c'est encore Les Ombres du Monde. Vous allez pouvoir retrouver Michel Bussy pour une séance de dédicace. Merci infiniment de tout cœur, merci beaucoup. Merci pour cette très très belle soirée. Et on se retrouve pour les signatures. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Dégustation littéraire. La série littérature de Chandail et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles.